Bonjour Marie Pavlenko, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. On a décidé de se tutoyer. Donc tu es journaliste, scénariste, tu es entrée en littérature par la littérature jeunesse, tu as écrit énormément de textes jeunesse, puis en 2015 des romans pour adultes. Et si le genre et l'âge des lecteurs diffèrent selon les romans, il y a plusieurs fils rouges qui les traversent, qui les relient en tous les cas. L'amour de soi, l'amour des autres, la famille, la transmission, la nature, et puis des héroïnes hors du commun. Et traverser les montagnes et venir naître ici fait partie de ces romans. Et pour commencer, ma première question, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est quel a été l'élément déclencheur à l'écriture de ce roman ? Alors, je suis ornithologue amatrice, on va dire. J'aime d'un amour incommensurable les oiseaux et j'aime apprendre leur vie, leurs habitudes, leurs particularités. Et je suis allée en avril 2018 avec une de mes amies dans le Mercantour pour observer notamment des rapaces, parce qu'il y a de très beaux rapaces là-bas. Donc le Mercantour, je ne sais pas si vous connaissez cette région, c'est les Alpes du Sud et c'est une région qui est extrêmement sauvage. Il y a un parc national et c'est par là que les premiers loups sont arrivés en France. Et on a atterri dans un... C'était elle qui avait géré pas mal de choses, je dois dire, matériel. Et on a atterri dans un tout petit hameau à 1900 mètres d'altitude, dans un endroit hors du monde, hors du temps presque. Et quand on est reparti dans le train, je m'en souviens très bien, Astrid est née. Voilà. Je me suis dit, mais une femme blessée... elle pourrait venir dans cet endroit, elle pourrait se reconstruire, elle pourrait s'échapper là-bas, quoi. Et c'est d'abord Astrid qui a pris corps. Et puis, le Mercantour est une des régions, pendant la crise syrienne, qui a vu énormément de passages d'exilés. Et très vite, Soraya est arrivée. Et j'ai imaginé cette très jeune femme de 17 ans qui aurait emprunté la route des Balkans et qui... aimerait traverser la frontière pour arriver jusqu'en France. Donc effectivement, ça va être l'histoire d'Astrid et Soraya, notamment, que l'on découvre à une période charnière de leur vie. Elles sont toutes habitées, enfin toutes les deux en tous les cas, sont habitées par un traumatisme, en tous les cas, par une douleur vive. Et leur rencontre va venir encore plus bouleverser leur histoire et leur destin, finalement. Ça va être compliqué parce que on est obligé. Alors on y va. En fait, c'est compliqué de parler de ces femmes sans leur raconter leur histoire. Alors on y va. Donc Astrid, est-ce que tu peux nous parler d'Astrid ? Astrid arrive dans cette maison qu'elle a achetée sans l'avoir visitée, en fait. Le livre s'ouvre, elle vend sa maison en banlieue parisienne et elle s'engouffre dans un train puis un bus pour arriver dans ce Mercantour, en fait, qu'elle ne connaît pas. Mais son amoureux y allait souvent. Et on comprend assez vite qu'elle a perdu Kamal, son compagnon, et ses 2 enfants. Et donc, elle est en petite miette, en fait. C'est une femme émiettée qui arrive dans cette montagne. Et dans le grand silence, en fait, dans un deuil qui date de plusieurs mois, mais qui est encore extrêmement frais, extrêmement prégnant, et elle est très fracassée. Et Soraya, elle, est partie de Syrie avec toute sa famille, mais a été internée dans un camp qui existe, qui est en Albanie, qui s'appelle le camp d'Armanli, qui est un camp d'une violence extrême, qui est très peu connu, un camp très difficile. Et son papa l'a fait sortir, en fait, avec sa tante. Et donc, elle traverse tout seule avec sa tante. Et en fait, quand elle arrive dans les montagnes, elle est très enceinte. Voilà. Et d'un enfant qu'elle n'a pas voulu, bien sûr. Mais ces 2 femmes fracassées vont aussi trouver du réconfort auprès d'une autre femme. C'est un personnage que moi, j'ai beaucoup aimé aussi, qui est Ida, la voisine. Et qui est Ida ? Pour moi, elle incarne vraiment la vie d'aujourd'hui, la vie en fait. C'est elle qui va un peu les soutenir et les réconforter en fait. Ida,
pour moi, c'est une femme puissante, très très indépendante. Elle vit seule dans la montagne, elle est céramiste. La montagne est son milieu, donc elle la connaît très très bien. Et elle a ce calme, je trouve, propre à beaucoup d'habitants de là-bas, des hauteurs en fait, parce que la montagne, c'est quand même un environnement de vie, surtout la très haute montagne, qui est particulier et qui génère souvent une mentalité particulière. La montagne, on peut s'y cacher, ça a longtemps été le terrain des contrebandiers, des résistants, donc c'est vraiment un environnement qui n'est pas du tout anodin. Et Ida... elle a ce calme et cette bienveillance, elle n'est pas intrusive et en même temps elle est forte, et cette force tranquille en quelque sorte et cette liberté, encore une fois elle est très très libre, et une main tendue est peut-être la seule main qu'Astrid est capable de saisir en réalité, celle qui l'accueille telle qu'elle est sans vouloir gratter, sans vouloir essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'où elle vient. Donc c'est un pilier sur lequel elle va s'appuyer, puis Soraya par la suite. C'est d'ailleurs, c'est l'image en fait d'une famille presque. Est-ce que cette famille construit ces personnages justement? C'est l'histoire de femmes qui sont très différentes, mais qui sont femmes et qui, en traversant les difficultés et la violence de la vie, nouent des liens qui sont très très forts et effectivement, peu à peu, vont créer un noyau familial, certes inhabituel, inédit, mais qui fonctionne, qui s'entraide, qui s'écoute et qui aide à laisser les scories de la douleur peu à peu, les écailles peu à peu tomber. Il y a dans ce texte aussi, il y a l'importance des mots, mais M-O-N-T-S. Il y a les mots M-A-U-X, mais les mots aussi qui viennent penser justement ces mots. La littérature et notamment la poésie a une place très importante dans la vie de ces femmes et notamment d'Astrid en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu est-ce que cette littérature la littérature a-t-elle un vrai pouvoir en fait dans ce texte? Est-ce que c'est même un lieu presque de résistance? Totalement. Alors j'essaie quand même très souvent dans mon livre de mettre des livres et de montrer, ne pas dire, mais de montrer à quel point la littérature et la lecture peuvent nous sauver, nous aider à traverser des moments extrêmement difficiles, brutaux, voilà. Et en fait, je sais, parce que j'ai une maman qui a eu un très très grave accident, que quand on a vécu dans sa chair un traumatisme fort, on a le cerveau qui marche pas toujours très très bien. Et donc se concentrer pour lire un roman est difficile. Mais la poésie, elle a cette particularité d'être une fulgurance. On peut la saisir très rapidement. Un poème, ça peut être très court, très fragile par sa forme, mais en réalité très, très soutenant. Et je crois vraiment au pouvoir de la poésie et de la littérature en général, mais de la poésie pour tendre un miroir, en fait, à nos désespoirs, quelque part. Et c'est ça qu'Astrid va découvrir. Par ailleurs, Soraya aussi, il se trouve que Soraya aime la poésie. Je ne sais pas si vous êtes familière et familier avec la poésie arabe, mais les pays arabes ont une tradition de poésie qui est extrêmement forte. Et en Syrie, on lit énormément de poètes et de poétesses encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a peu de temps qu'en arabe, le mot « beit » veut dire « maison », mais c'est aussi ce qui désigne un vers de poésie. Et je trouve que voilà, cette polysémie montre à quel point la poésie habite les pays arabes. Oui, elle est très forte. Elle est aussi un lieu de résistance, etc. Mais est-ce que c'est aussi ce qui permet pour toi de traduire, ou en tous les cas de faire ressortir ta colère? Alors une colère qui est là face à la situation des migrants, qui est aussi face aux enjeux climatiques, environnementaux, en fait, face aux injustices
en général, au final? Alors, plus je vieillis, plus je me rends compte que j'ai besoin d'écrire sur ce qui me bouleverse et ce qui me met en colère, oui. Et la façon dont on traite les exilés qui sont des gens extrêmement courageux, qui abandonnent tout pour traverser, moi je le ferais, enfin je pense que je serais pas capable en fait, par exemple, traverser des pays où on est traqué comme des bêtes, où on est frappé au mieux, on est enfermé, on est torturé, et pourtant sortir, et pourtant repartir dans la nuit, dans le froid. Mais quel courage, quelle beauté en fait. Et je comprends pas pourquoi on les traite comme ça. Et chez nous, il faut savoir, il y a des gens qui traversent la montagne en claquettes et qui se font amputer des pieds. Et il y a une dame qui s'est noyée dans la Durance parce qu'elle était poursuivie par la police. C'est notre réalité en fait. Et c'est vrai que j'ai envie de... Le personnage de Soraya, il me permet de tenter de faire entrer les lectrices et les lecteurs dans cette peau-là, dans ce courage-là, dans cet affrontement quotidien. Et puis, ce qui se passe avec le dérèglement climatique et la façon dont c'est traité aujourd'hui par notre gouvernement, les instances, le fait qu'on s'en fiche, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc tout ça, ça se cristallise dans le roman, c'est vrai. Il y a effectivement, il y a une grande sororité dans ce roman entre toutes ces femmes. L'image de l'homme est mise à mal, car tous les hommes pratiquement sont en second plan, mais ils représentent souvent la violence, sauf un, qui est Max, qui s'excuse même d'être un homme. Peux-tu nous parler de ce personnage de Max? On a tous envie d'avoir un Max à côté de nous. Alors Max, c'est un jeune homme qui est né aussi dans la montagne et qui est bénévole dans une association et qui donc va traduire, en fait sa maman est arabe, donc il va traduire, il va aider Soraya à lui expliquer voilà, la situation, qu'est-ce qui peut se passer, etc. J'aime beaucoup et j'essaie de proposer dans mes romans des modèles d'hommes qui ne soient pas des caricatures virilistes. Je trouve que on parle évidemment des femmes qui sont violentées quelque part par un système qui serait patriarcal, mais les hommes, ils souffrent en fait de ce patriarcat aussi, dans l'obligation d'être performant, d'être le plus fort, d'être voilà. Et Max, c'est un jeune homme qui est très très fort, hein, mais qui est très calme et qui est effectivement capable de s'excuser et qui est attentionné et qui est doux. Et ces femmes, elles ont aussi besoin de ce genre d'homme en fait. Voilà. Il redonne presque confiance à Soraya aussi. Soraya, elle est jeune en fait, elle a 17 ans, elle a toute la vie devant elle, elle a de pouvoir aussi être jeune femme, jeune fille en fait. Et la relation est vraiment très très belle. Et il nous reste très peu de temps et on aurait encore plein de choses à dire. Au-delà des thématiques quand même qui sont abordées dans ce texte, on ne se cache pas, hein, voilà, qui sont assez dures, il y a quand même, on a quand même parfois le rire aux lèvres en fait. Et ce rire, il est salvateur. C'est important en fait. C'est le pendant de la poésie, c'est-à-dire que leurs trajectoires sont difficiles et avoir une langue et mettre la poésie au cœur en fait hein, du livre, c'est aussi ouvrir les fenêtres en fait, hein, c'est faire de l'air, c'est faire appel à la beauté et le rire pour moi est très très important. Je pense que le rire il sauve en fait. Il n'est pas toujours on aime la tragédie en France, mais le rire est en fait nous emporte, le rire nous soulage, le rire nous sauve vraiment. Donc il fallait que cette histoire elle soit tressée certes avec la vérité de ces personnages qui est douloureuse, mais aussi qu'il y ait des moments de lumière, qu'il y ait des moments de beauté, qu'il y ait des moments de vie en fait, que comment elle revient la vie, elle s'incarne comme ça dans le rire et la beauté.
beaucoup, Marie, pour ce Delphine. merveilleux texte que je vous incite à lire avec plein de beauté et de poésie. Merci.